Je n'aurais jamais imaginé que ma propre belle-fille serait mon salut. Pendant 23 ans, j'ai bâti une famille que je croyais solide comme un roc. J'ai élevé 3 enfants avec amour, cumulé 2 emplois pour leur offrir le meilleur avenir possible, me levant à 5 heures du matin pour nettoyer les bureaux avant d'aller à l'école. Lorsque mon plus jeune fils, Joao, a ramené Amanda à la maison il y a 5 ans, j'ai cru que ma famille serait enfin au complet. Elle semblait douce, polie, toujours d'accord avec moi sur tout, me complimentait sur ma cuisine et me demandait des recettes. Mais il y avait quelque chose dans son regard que je ne parvenais pas à déchiffrer, une froideur cachée qui me mettait mal à l'aise. Les choses ont changé après le mariage. Joao a commencé à se retirer, les visites se sont faites rares, et lorsqu'elles arrivaient, Amanda trouvait toujours un prétexte pour couper court à la conversation. Madame Elena, vous comprenez que Joao doit se concentrer sur notre famille maintenant, n'est-ce pas? Nous construisons notre propre petit coin. Son sourire forcé m'a glacé le sang. C'était comme si chaque mot avait un sens caché que moi seul comprenais. Les autres enfants sont également devenus distants. Marcos a cessé de m'appeler tous les dimanches comme il le faisait depuis des années. Carla a annulé notre déjeuner d'anniversaire pour la 3e fois consécutive, toujours avec une excuse différente. Je me demandais ce qui se passait, pourquoi je me sentais soudain comme une étrangère dans ma propre famille, comme si j'avais commis un crime horrible dont je ne me souvenais plus. L'année dernière, lors de la fête de Noël, j'ai remarqué les murmures qui cessaient à mon approche. Les regards qui se détournaient quand j'essayais de me joindre aux conversations. Mes petits-enfants, qui autrefois couraient me prendre dans leurs bras, réagissaient à peine quand je leur parlais. C'était comme si j'étais devenue invisible chez moi, telle une ombre qui me perturbait par sa seule existence. Puis Amanda est venue me voir un jeudi après-midi pluvieux. Elle est apparue à ma porte, les yeux rougis, les mains tremblantes et la voix brisée. « Madame Elena, j'ai quelque chose à vous dire. Ce que je vous ai fait. Je ne peux plus porter ce fardeau. » Ce qu'elle a révélé ce jour-là a changé tout ce que je pensais savoir sur ma famille. Amanda entra dans mon bureau et s'assit dans le même fauteuil où elle feignait habituellement de s'intéresser à mes histoires. Cette fois, cependant, elle n'affichait aucun sourire artificiel. Elle prit une grande inspiration et dit « Madame Elena, j'ai menti à vos enfants à votre sujet. Je leur ai dit des choses qui n'étaient pas vraies. » Mon cœur s'emballa. J'avais l'impression que le sol s'était dérobé sous mes pieds. Quel genre de mensonge, Amanda? Ma voix était plus ferme que prévu, mais intérieurement, je m'effondrais. Elle s'est mise à pleurer. J'ai dit que tu parlais mal de moi quand je n'étais pas là. Que tu te plaignais de mon ménage, de ma cuisine, de mon travail. J'ai dit que tu m'avais traité de croqueuse de diamants dans mon dos et que tu ne me trouvais pas assez bien pour Joao. Chaque mot était comme un coup de poing dans le ventre. Soudain, tout prenait sens, les regards étranges, l'éloignement progressif, la froideur croissante de mes propres enfants. Ils me prenaient pour une belle-mère toxique, une femme amère qui attaquait la femme de son fils dans son dos. Mais pourquoi, Amanda? Pourquoi m'as-tu fait ça? Ma voix était brisée, emplie d'une douleur qui s'accumulait depuis des années sans que je comprenne pourquoi. Elle essuya ses larmes et me regarda droit dans les yeux. Parce que j'avais peur qu'il vous apprécie plus que moi. Vous avez toujours été le centre de la famille, Madame Elena. Tout le monde vous admire, vous respecte. Je me sentais petite à côté de ça. À ce moment-là, j'ai compris que de nombreuses femmes traversent des situations similaires, étant jugées par des versions déformées d'elles-mêmes, et c'est pourquoi tant de personnes choisissent de rester ici, suivant chaque révélation qui montre comment la vérité peut être cachée dans les endroits les plus inattendus. Mais Amanda n'avait pas fini. Ce qu'elle a dit ensuite m'a montré que cette histoire était bien plus profonde que je ne l'imaginais. Madame Elena, il y a encore une chose. Amanda s'essuya le visage du revers de la main, et sa voix baissa encore. Je n'ai pas fait ça toute seule. Joao, il savait tout. J'ai senti mon monde s'écrouler. Mon propre fils, celui que je berçais dans mes bras quand je faisais des cauchemars, qui m'appelait en pleurs quand il se disputait avec ses copines, qui me demandait des conseils professionnels et me qualifiait de meilleure mère du monde, ce même fils avait activement participé à mon humiliation. Comme un couteau dans la poitrine, la douleur s'est intensifiée comme jamais auparavant. Il savait et n'a rien fait pour me défendre. Ces mots jaillirent comme un murmure désespéré, empreint d'une incrédulité qui me fit remettre en question tout ce que je croyais savoir sur mon propre sang. J'avais besoin de comprendre comment j'en étais arrivé là, comment une famille que j'avais construite avec tant d'amour et de sacrifice était devenue si douloureuse et méconnaissable. Amanda secoua lentement la tête, comme si chaque mouvement pesait lourd. Pire que ça, Madame Elena.
Il m'a encouragé. Il a dit que c'était mieux ainsi, que vous étiez trop autoritaire et que je devais apprendre à lui laisser de l'espace. Il pensait que si ses frères prenaient leur distance avec vous, chacun serait plus libre de vivre sa vie, sans culpabilité ni pression. Contrôleuse. Moi qui ai toujours respecté les choix de mes enfants, qui n'ai jamais interféré dans leurs relations, qui ne voulait être présente que pour les moments importants. Contrôleuse parce que je leur offrais de l'aide quand ils en avaient besoin, parce que je leur demandais de leurs nouvelles, parce que je les aimais inconditionnellement et sans exigence. Ce mot résonnait dans ma tête comme une accusation injuste qui avait façonné la perception que toute ma famille avait de moi. Les souvenirs ont commencé à se réorganiser dans mon esprit comme les pièces d'un puzzle macabre. Si Marcos évitait mes appels, ce n'était pas parce qu'il était trop occupé par son travail, mais parce qu'il pensait que je l'étouffais avec mon attention. Si Carla annulait nos déjeuners, ce n'était pas à cause d'engagements inévitables. Elle pensait sincèrement que j'étais intrusive en voulant maintenir notre tradition mensuelle. Pendant 3 ans, j'ai vécu avec la conviction d'avoir commis une grave erreur, analysant chaque conversation, chaque geste, chaque mot, essayant de comprendre où j'avais échoué en tant que mère. J'ai passé des nuits entières éveillée à me remettre en question, à me culpabiliser, à me sentir petite et inadéquate, comme si mon existence était un fardeau pour ceux que j'aimais le plus au monde. Mais tandis qu'Amanda continuait de parler, un étrange changement s'opéra en moi. La douleur cédait la place à quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Une clarté froide et déterminée. Et ce qu'Amanda m'a dit ensuite a confirmé que l'intuition de ma mère était juste depuis le début. Madame Elena, j'ai enregistré quelques conversations. Amanda sortit son téléphone portable de son sac, les mains tremblantes. Je ne savais pas quoi en faire, mais maintenant je sais que vous avez besoin de l'entendre. Mon cœur s'emballa de nouveau, mais cette fois, ce n'était pas seulement la douleur. Il y avait une étrange impatience, comme si les pièces du puzzle se mettaient enfin en place. Amanda appuya sur « Play » et la voix de mon fils résonna dans le silence de la pièce. « Dis-lui d'arrêter de m'appeler autant, Amanda. Dis-lui qu'elle est collante. Ma mère a toujours été comme ça, elle veut tout contrôler. Il vaut mieux qu'on reste loin. » Sa voix était froide, calculatrice, complètement différente du garçon affectueux que je connaissais. J'ai senti mon souffle s'arrêter. C'était surréaliste d'entendre mon fils parler de moi comme si j'étais un problème à résoudre, un obstacle à éliminer de sa vie. Mais ce qui est arrivé ensuite m'a encore plus choqué. Et si mes frères te demandent quoi que ce soit, dis-leur que ma mère les a traités d'ingrats, qu'elle les a aidés toute sa vie, en attendant quelque chose en retour. Joao eut un rire qui me glaça le sang. Elle n'a jamais dit ça, mais ils le croiront. Je connais mes frères. Amanda a interrompu l'enregistrement et m'a regardé, les larmes aux yeux. Madame Elena, il a manipulé toute la famille. Je n'étais qu'un instrument. Il savait exactement quoi dire à chacun de vos enfants pour les éloigner de vous. À cet instant, un mélange de colère et de soulagement m'a envahi. Colère face à la trahison, mais soulagement de comprendre enfin que je n'étais pas folle, que mon intuition maternelle avait perçu quelque chose de réel dès le début. C'est à ce moment-là que beaucoup ressentent le besoin de soutenir ce cheminement, laissant un signal silencieux indiquant que le message les a touchés, car ils reconnaissent la douleur d'être injustement jugés par ceux qui devraient nous protéger le plus. Mais pourquoi Joao ferait-il cela? Pourquoi mon propre fils organiserait-il mon exclusion de la famille que j'avais construite? Amanda avait d'autres révélations à me confier qui m'aideraient à comprendre les véritables motivations derrière toute cette cruauté calculée. Ce qu'elle m'a montré ensuite a révélé un côté de mon fils dont je n'aurais jamais imaginé l'existence. Amanda prit une grande inspiration et continua à me révéler la vérité que j'avais tant besoin d'entendre. Madame Elena, Joao est endetté. Très endetté. Il a perdu de l'argent au jeu d'argent en ligne et le doit maintenant à des personnes dangereuses. Mon estomac se retournait. Paris. Mon fils, qui avait toujours semblé si responsable, si centré, s'était laissé emporter par l'addiction et détruisait maintenant notre famille pour cacher sa honte. Il savait que si on connaissait sa situation réelle, on voudrait l'aider. Et il savait aussi que ses frères l'apprendraient et que ça causerait des problèmes. Alors il a eu cette idée. Amanda montra d'autres messages sur son téléphone. Regarde ce qu'il a envoyé à un ami. J'ai lu les mots qui semblaient avoir été écrits par un inconnu. Si je peux séparer ma famille de ma mère, personne ne sera au courant de mes problèmes. Et si j'ai besoin d'argent plus tard, je pourrai dire qu'elle est malade, qu'elle a besoin d'aide, et lui demander de l'emprunter sans que personne ne s'en doute. La froideur de ces mots m'a transpercé comme un rasoir.
Mon propre fils avait prévu d'utiliser ma prétendue maladie comme prétexte pour soutirer de l'argent à la famille. Il était prêt à me faire souffrir, à m'isoler, à détruire mes relations les plus précieuses, tout cela pour garder ses mensonges secrets. J'ai fermé les yeux et j'ai regardé les 3 dernières années se dérouler comme dans un film. Chaque appel refusé, chaque invitation annulée, chaque regard froid de mes enfants, tout avait été orchestré par Joao. Il avait empoisonné mes autres enfants contre moi, transformant mon amour maternel en quelque chose qu'il considérait comme étouffant et toxique. Mais à mesure que la douleur s'intensifiait, quelque chose de plus fort commença à grandir en moi. Une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des décennies. Joao avait tout calculé, sauf une chose. Il avait complètement sous-estimé la force d'une femme qui avait fondé une famille entière toute seule, qui avait survécu aux préjugés et aux épreuves qu'il n'aurait jamais imaginées. Amanda n'avait pas encore fini ses révélations. Ce qu'elle m'a montré ensuite m'a fait réaliser que j'avais plus de pouvoir dans cette situation qu'il n'aurait pu l'imaginer. Les mots d'Amanda résonnaient en moi comme le son des cloches d'une église vide. Je sentais chacune d'elles résonner dans tout mon corps, un mélange de douleur et de soulagement, comme si quelqu'un avait enfin ouvert une fenêtre dans une pièce où je respirais suffocante depuis des années. Sa révélation expliquait non seulement mon éloignement de ma famille, mais brisait aussi l'image que je m'étais faite de Joao. Mon fils, celui qui avait si souvent dormi sur mes genoux, m'apparaissait maintenant comme un étranger, presque méconnaissable. Je me souvenais des matins où il descendait à l'école avec un sac à dos plus grand que lui, me demandant de l'attendre à la fenêtre jusqu'au coin de la rue. Et maintenant, c'était ce même fils qui complotait pour m'isoler, comme si j'étais un fardeau. Le contraste me transperçait comme une lame, l'ancien amour contre la froideur présente, le souvenir lumineux contre l'ombre qui se profilait devant moi. Tandis qu'Amanda parlait, des images me traversaient l'esprit. Je me voyais marcher dans un couloir étroit, où, d'un côté, étaient accrochés des portraits encadrés de l'enfance de mes enfants et de l'autre, des miroirs fissurés reflétaient des visages déformés et accusateurs. Chaque pas me faisait osciller entre la chaleur du souvenir et la froideur de la réalité. La peur s'insinuait aussi, subtilement. La peur d'affronter mes 2 autres enfants et de lire dans leurs yeux non seulement la distance, mais aussi la conviction que j'étais bien la mère étouffante que Joao avait décrite. C'était une peur plus profonde que toute autre, celle d'être injustement jugée par les enfants que je portais dans mon ventre. Mais à côté de cette peur se trouvait aussi une lueur d'espoir, aussi faible qu'une flamme de bougie. Peut-être ces enregistrements étaient-ils la preuve que je n'étais jamais devenue folle, que mon intuition ne m'avait pas trompée. C'était un état de suspension, comme sur un pont oscillant au-dessus d'un gouffre. Le vent violent menaçait de me précipiter dans le vide, mais au loin, j'apercevais un trait de lumière, comme si quelque chose allait percer l'obscurité. Et cette anticipation, mêlée d'effroi, me maintenait immobile, attendant le moment où la vérité éclaterait. Les enregistrements qu'Amanda m'avait montrés tournaient dans ma tête comme une roue sans fin. J'entendais la voix de Joao encore, et à chaque fois, la distance entre le fils dont je me souvenais et l'homme désormais révélé devenait plus évidente. C'était comme si je me trouvais sur une scène où toute la pièce avait été répétée pour m'exclure, et que soudain le rideau s'ouvrait pour révéler le mécanisme caché. Prendre conscience de cela a alourdi ma respiration. Ce n'était pas seulement la douleur de ma mère, c'était aussi la prise de conscience stratégique que j'avais enfin quelque chose de concret entre les mains. Jusque-là, ma souffrance semblait invisible, subjective, quelque chose que d'autres pouvaient prendre pour une exagération de ma part. Mais ces enregistrements étaient différents. Ils étaient matériels, une preuve, une vérité audible par tous. Et cela a tout changé. J'ai passé des jours à me souvenir de chaque situation où je me sentais diminuée, de chaque réunion où les conversations s'arrêtaient dès mon arrivée, de chaque geste d'éloignement envers mes enfants. Maintenant, grâce aux paroles de Joao enregistrées, je pouvais constater à quel point ces réactions avaient été soigneusement préparées. C'était comme se promener dans un jardin apparemment spontané et découvrir que chaque mauvaise herbe avait été plantée intentionnellement. Le contraste entre effort et récompense devint évident. Des années de dévouement, de nuits blanches, de repas bâclés pour leur confort, se heurtaient désormais à la froideur de ceux qui m'avaient abandonné. Et pourtant, ce contraste ne me paralysait plus. Au contraire, il me rappelait qu'il y avait de la force dans le simple acte de résistance. En réfléchissant à tout cela, il m'est venu à l'esprit que d'autres ont peut-être ressenti ce même mélange de douleur et de lucidité, cette oscillation entre blessure et stratégie. C'est à ce moment-là que beaucoup ressentent le besoin de laisser résonner leurs propres réflexions, presque comme si chaque commentaire était aussi une façon de reconstruire quelque chose en eux-mêmes. Et moi, dans le silence de ma chambre,
Je commençais à sentir que l'histoire se dirigeait vers un moment où plus rien ne pourrait être caché. La tension montait comme un fil tendu au bord de la rupture, et je savais que la rupture était imminente. Grâce aux enregistrements enregistrés sur mon téléphone, j'ai commencé à voir ma maison et ma famille différemment. C'était comme si j'avais mis de nouvelles lunettes, et soudain, chaque geste, chaque phrase prononcée ces dernières années révélait le poison qui y était caché depuis toujours. Je me souvenais de Marcos qui s'était éloigné, prétextant le manque de temps, et de Carla qui avait commencé à trouver des excuses pour ne pas venir me voir. Avant, je m'en voulais, pensant avoir échoué en tant que mère. Maintenant, il voyait clairement que c'étaient des graines de méfiance plantées par Joao, patiemment arrosées jusqu'à ce qu'elles se transforment en distance. Cette prise de conscience m'a apporté un étrange mélange de douleur et de lucidité. D'un côté, j'ai pleuré la perte de l'image que j'avais de mon fils. De l'autre, savoir que je ne m'étais pas trompé, que mon intuition n'était pas illusoire, m'a conforté. C'était comme si j'étais resté des années dans une pièce sombre et que soudain, quelqu'un ouvrait une fenêtre, laissant la lumière révéler chaque détail de la poussière accumulée. La vision pouvait être douloureuse, mais elle était aussi libératrice. Pourtant, la clarté n'éliminait pas le défi. Que faire de ces preuves? Les montrer immédiatement? Attendre le bon moment? La réponse ne vint pas facilement. J'avais le sentiment que chaque étape devait être calculée, car la même famille qui m'avait tourné le dos pouvait aussi refuser de voir la vérité, même si elle était enregistrée. C'était comme tenir une flamme délicate au vent, le moindre mouvement brusque pouvait l'éteindre. Les nuits redevenaient des nuits d'éveil. Allongé, je fixais le plafond, observant les ombres se mouvoir au rythme des lampadaires. Parfois, il me semblait que ces ombres formaient des figures familières. Les visages de mes enfants, les étreintes de l'enfance, les rires désormais perdus. D'autres fois, les ombres étaient des monstres, transformant les souvenirs en cauchemars. Cette dualité me hantait, l'espoir de renouer des liens et la peur de ne rien pouvoir restaurer. Et c'est dans cet état de suspense que j'ai réalisé quelque chose d'important. Le silence qui m'avait auparavant écrasé était désormais mon allié. Plus j'attendais, plus la tension montait, et plus il devenait évident que la vérité devait éclater à un moment incontrôlable. Je ne savais pas encore quand, mais je sentais ce moment approcher. Le poids des preuves que je détenais était comme un secret brûlant au fond de moi. Il y avait des moments où j'avais envie de rassembler tous mes enfants, de poser mon téléphone sur la table et d'appuyer sur lecture. De les laisser entendre la trahison de Joao de leurs propres oreilles, chaque mot froid, chaque rire cruel. Mais en même temps, un doute s'insinuait. Serait-il prêt à croire? Ou, même face à la vérité, choisirait-il encore de s'accrocher aux mensonges qui les réconfortaient? Ces pensées m'accompagnaient à chaque tâche de la journée. En faisant la vaisselle, je regardais la mousse couler dans l'évier comme des souvenirs qui ne pouvaient se dissoudre. En faisant le lit, j'imaginais les draps comme une scène blanche où tout serait enfin exposé. C'était comme vivre entre deux mondes, celui de l'attente silencieuse et celui de la révélation imminente. Le contraste me rongeait. Par moments, la confiance s'imprégnait en moi comme un phare, éclairant le chemin avec la certitude de tenir la vérité entre mes mains. Mais peu après, l'ombre du doute s'insinuait, laissant entendre qu'il était peut-être trop tard, que les liens brisés ne pourraient jamais être réparés. Ce jeu entre lumière et obscurité me tenait en éveil, comme quelqu'un qui marche sur un pont étroit au-dessus d'un gouffre, à l'écoute de l'écho de chacun de ses pas. Le soir, la tension était encore plus intense. L'horloge tic-tac lentement, et chaque tic-tac semblait me rappeler que la décision ne pouvait être indéfiniment reportée. J'ai fermé les yeux et j'ai vu les visages de mes enfants, encore jeunes, courir dans la pièce, rire aux éclats, implorant mes genoux. Puis je les ai revus adultes, distants, avec ces regards froids qui m'avaient si souvent transpercé ces dernières années. Ce changement d'image m'a brisé, mais m'a aussi fait comprendre que le passé ne pouvait plus être reconstruit de la même manière. L'avenir, cependant, était encore ouvert. Et c'est dans cet équilibre fragile entre confiance et incertitude que j'ai commencé à comprendre. La vérité, lorsqu'elle éclaterait, ne serait pas seulement ma libération. Ce serait aussi un tremblement de terre qui les secourait tous, et l'impact pourrait être plus dévastateur que je ne l'imaginais. Le jour J est arrivé sans prévenir. J'étais assise à table quand j'ai décidé de ne plus porter seul le poids de ces révélations. J'ai rassemblé mes enfants et, face au regard méfiant, j'ai posé mon téléphone portable sur la table. Pas de long discours, juste un geste simple, j'ai appuyé sur lecture. La pièce, jusque-là emplie de conversations superficielles, est tombée dans un silence absolu. Les paroles glaciales de Joao ont résonné comme des couteaux,
chaque phrase déchirant le tissu du mensonge qui nous avait séparés. J'ai vu leurs visages se transformer. D'abord l'incrédulité, puis la douleur, puis la honte. Marcos baissa les yeux, Carla porta la main à sa bouche, comme pour étouffer un cri. Même Joao, exposé à sa propre voix, semblait ignorer le monstre qui s'était révélé. C'était un spectacle de masques tombants, une performance ininterrompue et indéniable. Je suis resté sur mes positions. Aucune colère ne transparaissait dans mes gestes, seulement une sérénité durement acquise. Car la vérité, lorsqu'elle se révèle enfin, n'a pas besoin d'être criée. Elle s'impose. À chaque mot enregistré, j'avais l'impression qu'on m'arrachait des années de culpabilité et de solitude. J'ai pris une grande inspiration, comme quelqu'un qui ouvre enfin une fenêtre après un long moment passé dans une pièce sombre. C'est à ce moment-là que j'ai compris que mon histoire n'était pas seulement la mienne. C'était aussi celle de tant de personnes réduites au silence, accusées à tort et séparées de leurs proches. C'est pourquoi nous ressentons si souvent le besoin d'aimer, de commenter et de nous abonner à des parcours comme celui-ci, car chaque geste devient une façon de dire « Moi aussi, je reconnais cette douleur et je crois aussi au pouvoir de la vérité ». Quand le silence revint dans la pièce, ce n'était plus le même. Ce n'était plus le silence de l'exclusion, mais le silence pesant de quelqu'un qui reconnaît ses erreurs et en assume les conséquences. Je me tenais là, avec la dignité de quelqu'un qui a traversé l'ombre et trouvé la lumière. Et j'ai clairement montré, par mon regard, que la gentillesse n'est pas une faiblesse. Que le silence, bien utilisé, peut être l'arme la plus puissante. Et que personne ne devrait jamais sous-estimer la force d'une femme qui a appris à transformer la douleur en renaissance.